Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, amis auditeurs, vous avez les salutations les plus chaleureuses de toute l'équipe de Ça va chauffer, en fait, de toute l'équipe de Label Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Nous sommes avec vous pour un bon petit moment et nous pensons que ce moment va être à la fois utile et agréable. En tout cas, c'est le fond de Ça va chauffer de Label Radio et Télévision. Comme d'habitude, nous avons un plateau central, ici à Libreville, capitale du Gabon, et un autre plateau éclaté qui fait le tour de l'Afrique et qui va même jusqu'en Europe où se trouve Adrienne en Italie, Milan. Milan, c'est la ville dans laquelle se trouve notre Georgette. Il faut dire que nous irons à Douala au Cameroun, nous irons à Accra au Ghana. Josepha, on nous a dit que Josepha n'est pas sur la liste des commençantes. C'est bien dommage parce qu'on aurait bien voulu avoir des sons en provenance de Kinshasa, de la République démocratique du Congo, mais ce n'est pas bien grave. On espère que Josepha, on pourra la retrouver. Alors, j'ai cité tout le monde. J'ai dit Sabrina, Accra, j'ai dit Nogueil, Dakar, j'ai dit Carole, Douala, j'ai dit Adrienne, Milan. Eh bien, alors, on va commencer avec Nogueil. Bonjour Nogueil. Bonjour Georges. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Ah, moi, ça va très bien. Je suis en compagnie de Zita. Zita, ça va? Ça va très bien. Oh, le ça va très bien est tellement faible. Je suis sûr que Bill, qui pilote cette émission, a dû pousser son vumètre jusqu'au fond. Alors, ça va comment? Ça va bien. Ça va bien. Oui. Ah, on est passé de ça va très bien tout faible à ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. OK. Vous avez entendu Zita Nogueil? Oui, je l'ai entendu. OK, T'as donc beaucoup c'est bien. de sollicité. Si vous l'avez entendu, c'est que tout le monde l'a entendu, donc ça va bien. Alors, on a décidé de prendre notre envol aujourd'hui à partir de Dakar, capitale du Sénégal. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas cette semaine? L'actualité sénégalaise se résume... je vais commencer par le dialogue politique sénégalais. Dialogue politique, oui. Oui. La semaine dernière, j'en ai parlé, que le président de la République avait entamé le processus de dialogue entre les chefs de l'opposition. Là, nous sommes dans une phase polémique où il faut désigner le chef de l'opposition. Ah, il faut le désigner, le chef de l'opposition. Exactement. C'est aussi important que ça, de désigner un chef de l'opposition? Oui, c'est très important. C'est très important de désigner la tête de file de l'opposition. À partir de quels critères? C'est important dans la mesure où elle permet d'avoir une certaine visibilité, une unité au niveau de l'opposition. Au lieu d'avoir plusieurs partis disloqués à gauche, à droite, ce serait bien d'avoir une tête de file, un chef d'opposition. Mais c'est ça aussi la diversité. Alors, est-ce que ce chef de l'opposition, il va parler au nom de toute l'opposition? Cela veut dire que l'opposition, dans une sorte de cohésion, alors qu'on sait qu'habituellement l'opposition est dispersée. Justement, c'est ça le problème en fait. Le chef de l'opposition parlera au nom de tous les partis. C'est pour ça qu'il y a autant de polémiques pour sa désignation. Donc là, c'est un vrai problème. Si certains pensent, la majorité pense qu'il faudrait l'élire sous la critère des dernières élections présidentielles, la minorité pense qu'il faudrait l'élire selon les configurations législatives. Donc nous en sommes vraiment là. Il n'y a pas toujours eu de consensus, mais on attend encore. Alors les critères, on attend encore. OK, on va continuer d'attendre, mais nous, on a envie de démarrer en musique cette émission. Je l'ai dit, à partir de Dakar, c'est vrai, Dakar, le point focal, c'est le choix du chef de l'opposition, mais nous, il n'y a pas que ça, il y a aussi la musique. Et là-bas, il y a une grande dame qui fait le bonheur des Dakarois, des Sénégalais et même des Africains. Elle s'appelle, d'abord son prénom c'est Viviane. Elle est passée de Viviane Ndour à Viviane Chidid. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a tout simplement divorcé. Elle était l'épouse du frère de Youssou Ndour, notre Youssou Ndour international. D'où Viviane Ndour? Oui, d'où Viviane Ndour. Elle a divorcé et elle est devenue Viviane Chidid. Elle est revenue à son nom de famille. Son nom de famille initial, oui. OK. Alors, qu'est-ce qu'elle représente sur l'échiquier musical, culturel dakarois, sénégalais et même africain?
Oui, exactement. Viviane est très aimée au Sénégal. Elle est aimée par sa beauté, par son look et par son talent aussi. Elle est très, parce que c'est une chanteuse qui est très diversifiée. Elle ne se limite pas seulement au malakh. Elle fait de l'afrobeat aussi. Elle fait des duos sur le plan international avec d'autres musiciens, que ce soit en Guinée, en Côte d'Ivoire et entre autres. Et nous avons très populaire au Sénégal. Nous avons une belle phrase pour qualifier ce genre de chanteuse. Elle est agréable à regarder et à écouter. Exactement. Ok. Voilà. Alors, on a choisi son dernier titre. Le tout dernier, il est encore tout chaud. Et en même temps, il est frais. C'est comme le pain, quand il sort de la boulangerie, il est chaud et il est frais. Et ce titre, c'est Everything. Oui, exactement. Elle vient de sortir un duo avec son fils, Philippe Nour, qui est aussi un chanteur. La chanson s'appelle Everything. Elle fait une déclaration d'amour à son fils qui lui ont fait un Déclaration d'amour à son fils. Oui, exactement. Voilà, déclaration d'amour entre une maman et son fils. Belle déclaration d'amour en tout cas. On va retrouver peut-être maintenant Nogay encore. Nogay, vous êtes toujours en place? Oui, je suis là. Alors, on n'a pas donné le nom du fils de Viviane Chidid. Il s'appelle Philippe. Il s'appelle Philippe. Oui. Ok, d'accord. On l'a plus entendu que sa mère, mais en tout cas, c'est une fusion entre la mère et le fils et ça donne quelque chose de très beau. Merci beaucoup, Nogay. On se retrouve tout à l'heure. Permettez-nous de nous rendre maintenant à Douala. Bonjour, Carole. Bonjour, Georges. Comment allez-vous? Ça va mieux, ça va mieux. Ah, ça va mieux. Ah, le ça va mieux vient presque au ralenti. Il faut dire ça va mieux, avec beaucoup de vigueur. Bon, ça va mieux, c'est déjà bien à prendre. Vous avez passé une bonne semaine? Non. Hein? Mais c'est vrai, hein, on dit que le travail c'est la santé. Quand on travaille dur, bon, on se porte bien, hein, n'est-ce pas? Oui, j'espère que vous n'entendez pas un son arrière, un son désagréable. Il pleut ici. Il pleut, oh là là. Oui, Bon, il pleut depuis hier. en non-stop. Non-stop. Alors quand il pleut, ça fait du bien à certains, notamment aux agriculteurs, n'est-ce pas? Certains agriculteurs, ça dépend des cultures, hein, parce qu'il y a... le plantain, par exemple, c'est pas la saison des plantains, c'est pas la saison des légumes. Ouais. Donc voilà, ça dépend des saisons. C'est la saison des, qu'est-ce qu'on peut dire, des arachides peut-être, des arachides, du riz et tout ça, mais d'autres. D'autres produits, d'autres denrées sont devenus très 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 chers sur de temps en temps, ça rafraîchit l'atmosphère hein, quand il pleut. Malheureusement, il y a souvent des inondations dans nos villes. On en a parlé une fois. Mais il y a un élément important dont je voudrais qu'on parle, c'est cette marche. Cette marche des peuples, on va dire, autochtones. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Marche des autochtones contre l'expropriation de leurs terres. Voilà, c'est bien complet. C'est un problème sérieux. Oui, entre autres, depuis quelques semaines, le Cameroun est secoué par l'autochtonie et le problème d'autochtonie. Vous savez, Paul Biya a toujours géré le pays sur une sorte de principe d'équilibre régional. C'est-à-dire, s'il y a 10 admis dans un concours, les 10 admis devraient représenter l'ensemble des 10 régions. On ne prend pas les meilleurs, mais il faut absolument qu'on prenne, même s'il est moyen, qu'on prenne quelqu'un du nord, quelqu'un du sud, quelqu'un de l'est, quelqu'un du littoral, du sud-ouest, du nord-ouest, etc. Donc il y a des gens qui appellent ça géopolitique. Oui. Scientifiquement, la géopolitique, mais ici, on appelle ça vulgairement l'équilibre régional. Donc ça fait que régional. Ça fait que certaines personnes, notamment les tribus de l'Ouest que vous connaissez très bien, les Babiliékés, ils se sentent lésés parce qu'ils se disent que
Ils sont les meilleurs dans les différents concours nationaux, ils sont les meilleurs dans les différents collèges et lycées. Pourquoi, lorsqu'il s'agit d'une entrée dans une grande école du pays, ils ne sont pas assez représentés et comprennent plutôt des personnes moyennes parce qu'on veut respecter l'équilibre régional. Donc ça a commencé comme ça, et puis les autres tribus se sont levées pour dire oui, vous là qui parlez même là, depuis comme ça, vous n'avez pas le droit de hausser le ton, parce que si nous on vient à dire ce que nous avons dans le cœur, on ne va pas s'en sortir. C'est donc cela qui est en train de se passer. Chaque tribu est en train de dire ce qu'il a dans le cœur contre d'autres tribus. Il y a donc ces autochtones-là qui, certains, la plupart, ont vendu leurs terres chez les riches, notamment les gens du nord et les gens de l'ouest, les Aoussa, qui sont les grands commerçants, et les Bamileke qui sont également de grands commerçants qui sont avides d'espace, donc ils achètent tout ce qu'ils voient à travers le pays. Du coup, ça a réveillé une certaine, ce que beaucoup appellent ici aussi le tribalisme, qu'on ne veut plus, voilà, on ne veut plus de cette ethnie, elle est envahissante. Je me suis retenu. Elle est envahissante, cette ethnie est envahissante, on ne la veut plus chez nous, voilà. Et récemment, 2 fois de suite, en 2 mois, les autorités locales, administratives locales, ont désigné un chef traditionnel qui n'était pas un natif de la localité. Alors Carole, on va suivre le sujet que vous nous avez balancé à partir de Douala. On va le suivre, nos auditeurs et nos téléspectateurs également. Et puis je reviens à vous, n'est-ce pas? D'accord. Ok. D'accord. La forte pluie qui s'est abattue dès les premières heures de la matinée du vendredi 4 septembre dans la ville de Douala n'a pas empêché la marche de protestation très symbolique des populations autochtones de la région côtière du Cameroun, appelée Sawa, contre ce qu'ils ont qualifié d'actes d'imposture et d'insulte à leur endroit par les autorités administratives locales. À l'origine, un arrêté préfectoral désignant le sieur Tanko Amadou Camille, originaire du Nord, chef de 3e degré d'un village Douala, dans l'arrondissement de Douala 4e. Avant qu'on attaque cet arrêté, il y a d'abord eu l'arrêté du 24 juillet 2020 qui nommait aussi le chef de Mambanda, qui n'est pas aussi un autochtone. Prenons toutes les 10 régions du Cameroun. Ce n'est qu'au littoral que ça se passe. Il vous sera difficile d'aller dans une autre région et de trouver des chefs halogènes qui sont les chefs de 3e degré. Raison pour laquelle nous avions dit trop c'est trop. Vous comprenez? On a aussi besoin d'être respecté. On a aussi besoin d'être considéré. Nous sommes hospitaliers. Mais il ne faudrait pas qu'on abuse de notre hospitalité. Le pays n'est pas à sa première marche de protestation contre le bafouement des droits des autochtones protégés par la Constitution. Il y a moins de 2 mois, ce sont les ressortissants Béti de la vallée du Ntem, dans le sud du Cameroun, et ceux du peuple Banen en région côtière qui ont interpellé le chef de l'État sur l'expropriation sauvage de leurs terres avec la complicité des autorités locales. Paul Biya, qui avait par décret remis les populations de ces 2 localités dans leurs droits, est aussi attendu sur cet autre dossier. Les manifestants Sawa, quant à eux, ont promis d'autres manifestations beaucoup plus importantes, tant que le problème ne trouve pas d'issue favorable. Alors, nos pays ressemblent à de grosses marmites où ça bouillonne, des marmites dans lesquelles il y a beaucoup de problèmes. Et là, nous sommes devant une équation difficile à gérer parce que cette équation met en présence les tribus, les différentes tribus du Cameroun. Les autorités ont besoin de créer une nation. Et en même temps de respecter les tribus, leur existence. C'est une équation difficile à gérer, c'est un exercice très difficile. Monter une nation et faire en sorte que les différentes tribus coexistent. C'est pas toujours très évident, Carole.
En effet, c'est pas très évident, surtout qu'au Cameroun, vous savez, nous sommes l'un des pays africains à avoir autant d'ennemis. Nous sommes à plus de 250 ennemis au Cameroun. Quand même. Mais oui. Ce qui pourrait être peut-être réduit à 50 ethnies parce qu'il y a plusieurs villages qui se ressemblent, il y a plusieurs ethnies qui parlent presque la même langue. Donc, ce sont des divisions administratives coloniales qui nous ont transformés ainsi. Donc, au Cameroun, il y a donc je vous rappelle déjà qu'en novembre dernier, lors de la dernière session, non cette année plutôt, au mois d'avril-mai, la dernière session de l'Assemblée nationale, on a entériné cette loi sur le tribalisme, donc parce que ça allait dans tous les sens sur les réseaux sociaux, chacun y allait avec son vocabulaire pour stigmatiser une autre tribu. L'Assemblée nationale a donc dû voter une loi contre le tribalisme, mais ça n'a pas arrêté le fléau. Ça continue sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, c'est nourri aussi par cette autochtonie, le droit des autochtones que préserve la constitution camerounaise, le droit de l'autochtone. Le président de la République et son gouvernement ont décidé que les autochtones aujourd'hui, bientôt nous aurons nos élections régionales, on aura nos conseillers régionaux dans les 10 régions du pays. On va élire des conseillers régionaux autochtones. C'est un chef autochtone de la localité, natif de la localité, qui va donc diriger la ville, qui va diriger la métropole de chaque région. Dernièrement également, lors des élections législatives et municipales, on a supprimé le poste de délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine des villes. Aujourd'hui, nous avons des grands-maires. Et ces maires-là devraient être des natifs de la ville. Ce qui fait que d'autres tribus, comme les Bamileke, qui sont venus s'installer un peu partout en nombre dans les régions, presque toutes les régions du Cameroun, ils sont natifs, ils réclament leur droit du sol parce qu'ils disent qu'ils sont nés là, leurs arrière-grands-parents sont nés là, donc ils ont également le droit, ils ont le droit d'être considérés comme des autochtones, pourtant la loi ne le permet pas. Donc c'est cette frustration qui anime un peu l'ambiance. En tout cas, merci bien Carole. Tout ce que vous dites, les propos que vous tenez ne font que confirmer ce que je disais tout à l'heure, toute la complexité à bâtir une nation, tout en tenant compte des tribus, des considérations tribales que l'on a ici et là. Ce n'est pas toujours très évident et pourtant nos États ont déjà 60 ans et ce problème n'est pas encore réglé. On se retrouvera tout à l'heure, Carole. Permettez-moi d'avoir le sentiment d'Adrienne qui se trouve à Milan, en Italie, sur ce genre de situation. Vous êtes là-bas, vous êtes loin, vous regardez l'Afrique avec ce genre de problème. Qu'est-ce que vous en dites? Adrienne? Oui, bonjour. Bonjour, Adrienne. Bon, malheureusement, ça ne se passe que le plus souvent qu'en Afrique. En Europe, ici, ce genre de situations ne sont même pas, comme on appelle, en vigueur. Parce que, je vais dire, pour la moindre modification, même qu'on voudrait apporter à quoi que ce soit, il faut s'adresser à la mairie. Il y a des agents qui sortent pour prendre toutes les informations nécessaires. Donc, ce sont des problèmes qui ne se posent qu'en Afrique, on va dire, pour l'instant. Ah oui. Et c'est dommage que, toujours le regard est posé sur l'Afrique. Ben, ce sont nos réalités, hein. Vous pensez que... Ce sont les réalités, comment est-ce ça fait mal. Comment est-ce qu'on peut créer une nation camerounaise, une nation gabonaise, une nation ivoirienne dans des pays où coexistent différentes ethnies et chaque ethnie a envie qu'on la prenne au sérieux, qu'on la prenne en compte? Liberté de l'expression, avant toute chose. Liberté d'expression, ok. Avant toute chose. Et démocratie. Et démocratie. Sur la même base. Tout le monde sur la même. Ok, alors qu'est-ce qui vous a marqué là-bas cette semaine à Milan? Bon, cette semaine, disons... C'est toujours l'été? Oui, nous sommes entrés dans le mois de septembre, hein? Bientôt l'automne? Non, pour l'instant, nous sommes encore en été. Oui. Aujourd'hui, il fait très beau par rapport à la semaine dernière. Oui. Oui.
Voilà. Ce qui s'est passé, le fait qui m'a marqué, ça s'est déroulé en Sicile. Malheureusement, vous savez que les migrants continuent de débarquer. Donc, la semaine dernière, il y a eu un autre groupe qui est arrivé, qui ont été logés dans une, on va dire, dans un centre d'accueil, et donc mis aussitôt en quarantaine. Sauf que bon, ils ont protesté et ils ne voulaient plus rester enfermés. Les migrants, il y en a qui ont réussi, voilà, les migrants, oui. il y en a qui ont réussi à s'enfuir. Et il y a un qui a été tellement rapide qui a rejoint, disons, la route nationale. Malheureusement, il a été fauché par une voiture qui venait en plein. Et donc, il est décédé. Et les policiers qui les suivaient, il y en avait 3 qui ont été aussi blessés. Et donc, 2 autres ont réussi à fuir. Donc, en ce moment, on ne sait pas. S'ils sont positifs au Covid, ça veut dire que bon, ils vont encore transporter ça dans d'autres régions. Alors, c'est l'occasion pour nous, Oui. s'il vous plaît, de rappeler à tous les dirigeants africains que les jeunes Africains continuent de traverser la Méditerranée pour tenter d'atteindre l'Europe. Et là, vous confirmez cela. On a appris que c'est pour la seule année 2020, il y a près de 20 000 morts dans les mers européennes. 20 000 les statistiques qui ont été données à partir de mars 2020, ça veut dire que bon, au total, il y a près de 20 000 morts. Eh bien, voilà. Dis donc, c'est beaucoup. Et il y en a beaucoup que les mers, la mer n'a pas rendu tous les corps. Bon, voilà quoi. C'est triste. C'est triste. Bon, à partir d'ici, quand on voit ça, bon, surtout qu'on est africain, lorsque bon, durant les journaux télévisés, bon, on dit bon, les Africains, malheureusement, parce qu'il y a une anecdote, il y a un jeune Ivoirien qui était arrivé comme ça il y a 2 années, et puis bon, il s'est enfui. Malheureusement, il est rentré dans une maison et il a assassiné les époux. Ils étaient très âgés. Et bon, avant de tuer la dame, il a violé. Donc en ce moment, il est en prison. Oui. En ce moment, il est en prison. Bon, donc moi, je sais pas, on ne sait pas si... bon, c'est dit que là, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui parce que, bon, en tant que migrant, tu rentres, même si tu as accueilli tout, qu'on te donne à manger, tu as tout ce qu'il faut pour tes besoins, tu es obligé de fuir et tu t'enfuis, tu vas commettre des meurtres, ben c'est fini. Bien donc, bon, il y a toutes ces histoires qui sont là. C'est vrai que, comme je dis souvent, c'est à 13h pendant les journaux télévisés qu'on vous balance ça pendant que vous êtes à table. Bon, en tant qu'Africain, bon, à un moment donné, on a un pincement au cœur. Et puis, quand on voit nos chefs d'État qui ne font vraiment rien pour aider toute cette jeunesse-là, qui vient mourir comme ça sur les rives, qui vient échouer plutôt sur les rives méditerranéennes, ça fait mal. Maintenant, je voulais juste vous annoncer que toujours à partir du Covid, de la Covid-19, il y a Silvio Berlusconi, notre leader de Forza Italia, qui est positif en ce moment, donc il est hospitalisé. Le grand Berlusconi. Oui, 83 ans, il faut le souligner, qui est hospitalisé. Bon, pour l'instant, ils disent que bon, c'est pas précaution, pas des mesures de précaution, qu'il est hospitalisé, qu'il n'a pas de fièvre et tout. Donc, bon, on attend. On lui souhaite beaucoup de chance. Okay. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Adrienne. Nous allons nous retrouver tout à l'heure. Je vous en prie. Oui, le temps de faire réagir Zita. Zita, ici, voilà, ça fait beaucoup de problèmes pour les Africains, que ce soit dans leur contact avec l'Europe, Adrienne vient de le dire, ou sur place dans un pays. Tout à l'heure, Carole a posé le problème des peuples qui ont besoin de se faire reconnaître pendant que l'on bâtit quand même une nation. Exactement, ça fait beaucoup de problèmes. L'Afrique est confrontée à tellement de problèmes que nous n'avons pas assez de temps pour pouvoir en parler ici sur ce plateau. Mais malheureusement, chaque année, les jeunes Africains continuent à aller mourir à la Méditerranée pour aller chercher l'Eldorado qui, pour certains, ils en trouvent ce qu'ils vont chercher, mais d'autres, malheureusement, ils perdent leur vie. Aussi, par rapport à ce qui se passe au Cameroun, le sujet n'est pas propre seulement au Cameroun. Je crois que la majorité des pays africains sont confrontés à ce problème-là, le problème d'ethnie et tout. Comme vous le disiez tantôt, c'est vraiment difficile de construire une nation avec autant de différences. Mais il faut pouvoir le faire, hein? Il faut pouvoir le faire. Pourtant, il faut pouvoir le faire. Parce que, par exemple, le cas des Bamileke au Cameroun, les Bamileke se sont installés un peu partout
tu vas au Cameroun, tu vas trouver un Bamileke autochtone. On appelle ça Bami Power. Oui, Bami Power autochtone. Des fois, tu trouves même la personne parle déjà couramment la langue locale. Mais étant donné que nous sommes des Africains, même si tu fais 100 ans quelque part, tu ne seras jamais considéré comme appartenant à ce groupe ethnique-là. Donc je crois qu'à ce niveau, pas seulement les autorités, mais aussi nous-mêmes, les populations, nous devions essayer un peu à bannir toutes ces choses-là. Parce que c'est aussi tous ces problèmes de tribalisme, d'ethnie, c'est aussi tout ça qui nous met en retard. Qui met, voilà, c'est Oui, compliqué. Mais en même temps, on dit, bon, il faut régler, c'est vrai, le problème de façon générale, tout en tenant compte des intérêts particuliers. C'est vrai, mais bon... c'est joli, mais oui, c'est pas évident. Vrai, pour essayer d'atténuer, par exemple, moi, j'avais assisté, j'étais allée à Kiossi, c'est un petit arrondissement net à la frontière avec le Gabon. Là-bas, on était allé faire les courses, mais on avait trouvé une marche pareille où les autochtones se sentaient lésés chez eux parce qu'il y a une autre ethnie qui est aussi à peu près comme les Bamileke, on les appelle les Bamoun. Ils se sont installés, ils se sont accaparés des terres. Maintenant, il y a même des autochtones où tu n'as même pour bâtir une maison maintenant, il faut que tu ailles acheter le terrain chez le Bamoun. Alors les populations ont dit trop c'est trop. Et il y avait eu assez de dégâts et tout. Il y a même un qui voulait se présenter pour être le maire de la commune. Les populations ont dit merde, excusez-moi du terme, chers téléspectateurs, mais ils ont dit niet. Non, nous avons aussi des fils et des filles qui sont chez nous et qui peuvent être maires. Donc ces choses-là, je crois que les Cameroun doivent vraiment mettre ce dossier sur la table pour essayer de discuter avec toutes les parties prenantes parce que sinon, ça c'est maintenant, c'est une autre marmite qui bouillonne encore en sourdine, mais qui risque d'exploser. Attention que le couvercle ne saute pas et que la qui marmite risque d'exploser et qu'on ne se retrouve pas avec les mêmes problèmes qui se trouvent dans les zones anglophone. Ok. Alors donc, des fois aussi, peut-être qu'il faut arriver à avoir une langue nationale comme on l'a au Ghana. Le Gabon n'en a pas, langue nationale du pays, il n'y en a pas. En Côte d'Ivoire, il n'y en a pas. Au Cameroun non plus. Si nous n'en avons pas, c'est toujours à cause de ce genre de choses. Mais au Ghana, il y en a. Au Ghana, il y en a. Il y a deux langues que tout le monde parle. Tout le monde parle au Ghana. Heureusement, eux, ils sont arrivés à ce consensus-là. Nous, au Gabon, par exemple, même entre nous-mêmes, quand on discute au quartier, le Pounou... Quand on passe du fan, par exemple, voilà, le Pounou te dit, non, nous sommes meilleurs. Le fan va te dire, non, moi, je ne peux pas parler le Pounou. On doit choisir le fan. Vous voyez qu'avec toutes ces différences, on ne peut pas arriver à un consensus. C'est pas toujours évident. C'est pas évident. C'est pas encore le thème de cette émission, mais c'est un problème important. Exactement. Justement, je parlais de langue nationale. Au Sénégal, il y en a le Wolof, tout le monde parle le Wolof. Et à Accra, au Ghana, pratiquement tout le monde parle Ashanti. Bonjour, Sabrina. Bonjour, Georges. Vous avez commencé à parler... bonjour, Georgette. Ashanti? Non, c'est pas Ashanti, la langue nationale, c'est le Twi. C'est le Twi, le Twi. Le Twi. Alors, mais exactement, c'est le Twi. Les gens qui parlent Ashanti sont très nombreux également. Mais la langue nationale, effectivement, ils sont nombreux parce que c'est la région la plus, on va dire quoi, la plus dorée du Ghana. C'est là-bas où on trouve beaucoup plus d'or et tout le reste. Ils sont vraiment, ce sont les personnes aisées au Ghana. À Kumasi. Mais la langue nationale... Kumasi, exactement. Mais la langue nationale, c'est le Twi. Après l'anglais, c'est le Twi. Vous avez commencé à apprendre cette langue? Un peu. Je suis un peu obligée parce que vous trouvez plus facilement des gens qui vous parlent le Twi que ceux qui vous parlent l'anglais. Donc, vous êtes quand même confrontés, exactement comme au Sénégal, que ce soit les chauffeurs de taxi, que ce soit les boutiquiers, que ce soit au marché, que vous êtes obligés, vous êtes plongés en fait dans la langue et vous êtes obligés de comprendre certains mots. Alors vous avez eu la chance de faire le Sénégal et maintenant de pratiquer le Sénégal et maintenant de pratiquer le Ghana. Dans ces deux pays, il y a une langue nationale. Exactement. Chose qui m'a beaucoup impacté.
je l'ai d'ailleurs déjà dit sur ce plateau, je me sens toujours aussi, on va dire quoi, aussi différente quand je suis à côté d'une jeune Sénégalaise d'à peu près ma génération ou d'un jeune Ghanéen d'à peu près ma génération. Parce que moi, peut-être que je connais ma langue maternelle, mais ce n'est pas une langue, c'est pas la langue nationale de mon pays. Quand je trouve le Sénégalais qui parle le Wolof ou le Ghanéen qui parle le Twi, je suis un peu désorientée parce que voilà, s'ils arrivent à me poser la question, même si je leur apprends 2 ou 3 mots dans ma langue, ils vont rencontrer un autre Gabonais qui a une autre langue et là-bas encore, ils devront encore s'adapter à cette langue. Et c'est quand même difficile pour l'avouer parce que tout le monde n'est pas là ou apte à apprendre toutes les langues. Comment vous avez ressenti le problème posé par Carole, le problème des peuples, des communautés qui ont besoin, des tribus qui ont besoin de se faire reconnaître? Est-ce que avoir une langue nationale permet quelque peu de niveler ce problème, de faire en sorte que les communautés, on ne les entende pas trop au profit d'un intérêt plutôt national? Oui, je pense que la langue nationale, c'est le moyen le plus facile pour rassembler toute une nation. En dehors de la langue du colon, bien sûr. Une langue nationale, ça permet de rassembler beaucoup de peuples et surtout d'éviter ce genre de conflit. Mais je me pose beaucoup la question, est-ce que c'est pas ces mêmes autochtones-là qui ont vendu les terres aux Bamileke aujourd'hui et qui veulent les récupérer? C'était sous prétexte de quoi qu'ils vendaient leurs terres, sachant qu'ils sont autochtones et qu'ils auraient des générations qui viendraient après eux. Comment peuvent-ils vendre la majorité de leurs terres au point d'en être locataires? C'est quand même une question que je me pose, mais aussi je pense qu'on n'a pas besoin d'en arriver là. Ils veulent s'affirmer, mais je pense qu'en Afrique, c'est quand même un problème qu'il faut régler parce que si ça continue et que tout le monde se lève comme ça, on va dire que chacun retourne d'où il vient et on ne saura pas forcément quelles sont les origines de tel ou de tel autre. On s'accepte simplement et que le vivre ensemble domine. C'est pas aussi évident, c'est pas aussi simple. Alors vous allez nous dire ce qui vous a marqué là-bas à Accra cette semaine. Vous avez changé de coiffure. Nous, on a remarqué ça. Il y avait les 4 boules là, on ne les voit plus. Vous avez une autre coiffure. Je sais que les Ghanéens sont des artistes, de grands artistes en matière de coiffure, en matière de musique, dans beaucoup de domaines. Et là, vous êtes en train de subir le doigté des Ghanéens. Exactement, je suis vraiment en train de subir la ghananisation, comme vous l'avez dit dernièrement. Le fait qui m'a marqué cette semaine, c'est simplement que les élections présidentielles approchent. C'est en décembre prochain. En décembre, oui. Exactement. Et ça bouillonne, ça bouge? Oui, les élections sont... Non, vraiment, je suis très étonnée de l'atmosphère qu'il y a au Ghana. Les gens sont peut-être mécontents Voilà, il y a beaucoup de sérénité, mais les gens sont mécontents du président actuel. Ils veulent qu'il parte. Mais ça se passe dans un calme absolu. Exactement, Nana Akufo-Addo, il se représente pour les prochaines élections, mais c'est son dernier mandat, si et seulement s'il est élu, mais les Ghanéens n'en veulent plus, mais vraiment, ils trouvent que le coût de vie a augmenté depuis son arrivée à la magistrature suprême. Ils trouvent que les loyers ont augmenté, ils trouvent qu'il y a eu trop de choses qui ont augmenté sous aucun prétexte, alors ils veulent passer à autre chose. Donc, mais tout se passe dans un calme que je n'ai pas l'habitude, par exemple. Les gens se manifestent, mais pas dans les rues, pas n'importe comment, les gens expriment leur opinion, mais de manière libre. Ils ne sont pas pourchassés pour cela. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie ici. Tout est très calme, mais les élections se préparent. C'est ça la bonne pratique de la démocratie, faire tout, mais dans le calme, diversité d'opinions, liberté d'expression, mais tout ça dans le calme, il faut que chacun soit à sa place, que chacun soit accepté. Alors, ce que vous relevez comme problème me fait sourire, parce que nous allons faire le pas, partir d'Accra et atterrir en Côte d'Ivoire où se trouve Pulchéry. Là-bas, eh bien, l'heure n'est pas à la sérénité, c'est même une grande pagaille au fur et à mesure que l'on avance vers cette élection présidentielle du 31 octobre 2020. Pulchéry, bonjour. Bonjour Georges et bonjour également à toutes les Georgettes. Okay. Vous allez bien, j'espère. Elles vont bien. Alors, vous devez être un peu jalouse de ce que vit comme atmosphère Sabrina à Accra, parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est vraiment, au fur et à mesure qu'on avance, les choses se crispent, on a peur et on a peur et on a peur.
Oui, on a peur. On a eu récemment pas mal de marches. Et cette semaine également, il y a eu des marches des femmes de la commune de Cocody. Elles sont venues de partout. Elles ont aussi marché. Donc, en ce moment, les Ivoiriens sont ils sont dans la peur et tout ça. Mais à un moment donné, il faut dire que c'est vrai, les années passées, on a eu peur, on avait peur d'être pris et emprisonnés. Mais maintenant, les Ivoiriens ils ont le dégoût de tout ça. Ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Ils sont fatigués, mais la classe politique, elle ne l'est pas, hein, ça bouge. 45 candidatures, 45 dossiers ont été déposés à la CEI, c'est comme ça qu'on dit, la Commission électorale indépendante. Jusqu'à 45 personnes ont envie d'être président de la République. Oui, 45 personnes, mais les plus importantes, c'est-à-dire les grosses têtes, en parenthèse, que les gens attendaient, c'est plus les candidatures des leaders qui étaient déjà connus. Je parle du président Alassane Ouattara, du président Henri Konan Bédié et la candidature également de l'ex-président Laurent Gbagbo. Ok. Voilà. Alors, et on a eu récemment la démission de notre préfet de la région d'Abidjan. Oui, qui avait démissionné de son poste de préfectorat et maintenant qui se déclare candidat à la présidentielle 2020. Alors, il y a une affaire qui fait des vagues là-bas, c'est l'archevêque Jean-Pierre Coutois, c'est comme ça qu'on dit, hein, je prononce bien son nom, Jean-Pierre Coutois, qui a fait une déclaration en début de semaine pour dire que la candidature de M. Alassane Dramane Ouattara n'était pas nécessaire. Et puis, oui, en tant qu'évêque, grand homme de Dieu, il a fait sa part. Il a fait sa part de vérité. Il a fait sa déclaration. Et suite à cette déclaration, il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de réponses. Précisément, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, M. Kombena Adjumani, qui a répliqué cette déclaration-là. Il a traversé tout Abidjan et il allait se retrouver à la cathédrale pour faire un droit de réponse. C'est justement ce que je vous propose maintenant, mesdames et messieurs, qui nous suivez de partout sur le continent. Eh bien, voici une affaire qui fait des vagues. L'archevêque d'Abidjan s'est prononcé sur la candidature d'Alassane Dramane Ouattara en disant que cette candidature n'était pas nécessaire. Et un des partisans justement du président Ouattara a traversé toute la ville d'Abidjan, s'est retrouvé avec un peu de force, on va le dire, à la cathédrale pour faire une déclaration. Et ça a provoqué le courroux des chrétiens, des catholiques, et ça fait une grosse affaire. En Côte d'Ivoire, le cardinal Jean-Pierre Coutois s'est prononcé lundi dernier sur la candidature du président Alassane Dramane Ouattara à l'élection présidentielle du 31 octobre. Selon le responsable de l'Église catholique, la candidature d'Alassane Dramane Ouattara n'est pas nécessaire. Cette déclaration a déplu à certains membres du RHDP, le Rassemblement des Ofouettistes pour la démocratie et la paix, le parti au pouvoir. À son tour, le porte-parole du parti au pouvoir, le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani, à la tête d'une délégation dite des cadres catholiques du RHDP, s'est rendu mercredi 2 septembre au sein de la cathédrale Saint-Paul du Plateau pour répondre à l'archevêque. Dans cette affaire, deux grandes questions s'opposent. Les hommes de Dieu ont-ils le droit de donner leur avis sur la politique dans leur pays? Le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani avait-il besoin de se rendre dans les locaux de l'église pour lire son droit de réponse? Qu'en dites-vous? Chacun peut y aller de son commentaire au 074 55 11 02 à partir du Gabon ou au plus 241 74 55 11 02 en dehors du Gabon. Mesdames et messieurs, les Georgettes, eh bien, vous êtes interpellés par Zita. Quels sont vos commentaires? Elle a posé deux questions simples. Les hommes de Dieu ont-ils le droit de donner leurs sentiments dans le débat politique? Et puis, deuxième question, a-t-on le droit de se rendre, c'est ça, de franchir toutes les barrières, de se rendre sur le territoire de l'Église pour donner un droit de réponse? Nos numéros de téléphone s'affichent. Pour les auditeurs, on va les reprendre. Plus 241,
74 55 11 02. S'ils appellent d'un pays en dehors du Gabon, et puis si c'est à partir du Gabon, c'est le 074 55 11 02. S'il vous plaît, nous attendons vos réactions. En attendant les réactions des auditeurs et des téléspectateurs, on va reprendre la direction de Dakar pour avoir l'avis de Nogueï sur ces deux questions précisément. Nogueï. Oui, Georges. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, je suis de ceux qui pensent que les hommes de Dieu ont effectivement le droit de se prononcer sur la politique. Avant tout, ce sont des citoyens. Et ce n'est pas une première en Afrique et dans le monde qui se prononcent sur la politique. Et ce qui est le plus important, c'est qu'ils symbolisent en quelque sorte l'équilibre au sein d'une nation. Et franchement, je suis très choquée de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire parce que quand ça les arrange, ils sont pour que les hommes de Dieu se prononcent sur la politique. Mais quand ça ne les arrange pas, non. Parce que je me rappelle qu'en je pense que c'était en 2012, à l'élection du président Gbagbo, l'archevêque à cette époque-là s'était prononcé pour dire qu'il avait perdu les élections et tout ça, ça les arrangeait. Mais aujourd'hui, ça ne les arrange pas, ils retournent leur veste pour dire non. Avant, c'est des citoyens. Et franchement, que ce soit les imams, les archevêques, au sein de l'Afrique, ils ont une certaine influence. Donc, c'est normal que des fois qu'ils sortent pour régler des situations. Bien. Je me rappelle de ce qui s'est passé le 23 juin, le 23 juin 2012 à Dakar. Merci, Nogueï. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui réagit là. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Vous allez parler très fort pour qu'on vous entende très bien sur nos différents plateaux. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de Libreville. De Libreville. Et vous êtes monsieur? Je suis monsieur Thierry. Monsieur Thierry. Comment? Alors, votre avis sur les deux questions qui ont été posées. Les hommes de Dieu ont-ils le droit de donner leur avis dans le débat politique dans un pays? Moi, je pense que oui, très sincèrement. Je pense que lorsque les politiques ont tendance à renvoyer les ecclésiastes dans les corps de la cité, en leur disant que Jésus lui-même avait fait un choix en disant qu'à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, je pense que c'est du soufisme. En fait, ce sont des formules dilatoires pour éviter les critiques. Parce que lorsque Jésus l'a dit... Alors vous allez parler un peu plus fort, monsieur, parce qu'on a besoin d'entendre très bien ce que vous dites. Maintenant, sur la deuxième question. Le ministre qui s'est rendu sur l'espace de la cathédrale pour dire son droit de réponse. Qu'est-ce que vous en dites? Je n'ai pas très bien entendu. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Le ministre qui a franchi tout et qui s'est rendu sur l'espace de la cathédrale pour donner son droit de réponse. Qu'est-ce que vous en dites? Non, je pense que c'était un acte provocateur qui n'a pas sa place dans la situation actuelle de la Côte d'Ivoire. Et quand même, il y a une tension extrême communautaire. Et il ne faut pas ajouter à cela des tensions entre religions. Il aurait pu utiliser le même canal que l'archevêque ou l'évêque pour faire son droit de réponse. Il avait mille et une manières de pouvoir le faire sans pour autant aller comme une sorte de profanation sur le profil de l'Église pour aller répondre à l'évêque. Je ne sais pas qui est ce monsieur, mais je pense qu'il y a également d'autres canaux qui auraient pu utiliser l'appareil politique de M. Ouattara pour pouvoir répondre à cela. Voilà, non, je pense vraiment que c'est une provocation qui n'a pas sa place actuellement. Merci beaucoup, monsieur. On a eu votre avis sur les deux questions qui ont été posées par Zita. Questions importantes dans nos différents pays. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons un très bon week-end et nous souhaitons que vous restiez en notre compagnie. S'il y a d'autres avis, nous les prenons au téléphone. Je rappelle que si vous êtes en dehors du Gabon, vous faites le plus 241 74 55 11 02. Et si vous êtes au Gabon, vous faites le 074 55 11 02. Votre avis va compter dans cette émission parce que c'est important. On a envie de le savoir. Maintenant, on était tout à l'heure à Dakar, on va quitter Dakar pour nous retrouver à Douala en compagnie de Carole. Carole Guissot, qu'est-ce que vous en dites? Deux questions ont été posées. Les hommes de Dieu ont-ils le droit
de dire leur avis dans le débat politique dans un pays? Je suis camerounaise et je suis très bien placée pour vous dire oui. 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 C'est pas un oui devant le Carole, hein? Non. Donc, parce que nous avons un éminent cardinal ici au Cameroun, le seul cardinal que le Cameroun compte, le cardinal Christian Toumi, qui est aujourd'hui à la retraite, archevêque émérite de l'Église catholique au Cameroun, qui a dit en 2006, si je ne me trompe pas, à quelques 3 ans ou 4 ans de l'élection présidentielle, ou alors 5 ans de l'élection présidentielle de 2011, il avait demandé au président de la République de dégager. Il était cru. De dégager. Ah, comme ils l'ont dit au Mali. Oui, il lui a demandé de prendre ses bagages et de quitter le palais, palais présidentiel. Ça a dû lui créer beaucoup de problèmes. Alors, Carole, ne quittez pas. Nous avons quelqu'un en ligne. Allô? Allô, bonjour. Oui, je voulais participer à l'émission. Vous y êtes, vous êtes monsieur, et vous appelez d'où, s'il vous plaît? Pardon? Vous êtes monsieur, votre nom, s'il vous plaît? Je suis monsieur. Et vous appelez d'où? Monsieur de Burkina Faso. Enchanté, monsieur. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? Pardon? D'où est-ce que vous appelez? Vous appelez du Gabon ou d'un pays, d'un autre pays? Du Burkina Faso. Voilà, le pays des hommes intègres. Merci beaucoup de le faire. Nous sommes heureux de faire cette transversale avec vous. Alors, quel est votre avis sur ces deux questions? Oui, je pense que l'archevêque est d'abord un citoyen. Ce qui lui confère le droit de mettre son avis. Allez-y. Même si c'est une autorité morale, c'est une autorité aussi. On vous perçoit pas très bien, monsieur. Quelque part, un billet d'opinion. Oui. Mais ce qu'il dit, l'engage lui-même d'abord. D'accord. Aux autres de ne pas adhérer. Ok. Et puis la deuxième question. On a se déplacé pour aller jusqu'à l'église pour un droit de réponse, c'est un peu exagéré quand même parce que. C'est une exagération. Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure c'est une provocation. Présidentielle ou à l'hémicycle pour aller faire sa déclaration, mais dans son église. Ok. Merci beaucoup de nous avoir donné votre sentiment. Oui. Et merci de l'avoir fait à partir du Burkina Faso. Nous saluons tous nos amis du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Merci encore. Et on retrouve Carole à Douala qui avait dit oui à la première question. Et puis deuxième question, le ministre Kobena Kwasi Adjumani avait-il besoin de se rendre sur l'esplanade de la cathédrale pour faire sa déclaration? Bon, s'il est catholique, il a le droit. Et je veux dire, s'il n'est pas catholique, il a le droit. C'est un citoyen. Alors, il s'est présenté comme cadre catholique du rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Donc, il a le droit. Il a le droit. Si lui considère que l'homme religieux n'a pas à s'immiscer dans une affaire qui ne le concerne pas, dans les affaires politiques, qu'il s'occupe à servir Dieu et qu'il reste là-bas, s'il considère que l'homme politique, l'homme religieux a quitté son service, a quitté son château pour se retrouver dans le château de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire la politique, eh bien, il se sent, je veux dire, tout comme l'homme religieux, à aller lui dire ce qu'il pense là-bas où il se trouve, puisque lui, il s'est déplacé pour retrouver le champ politique. Okay. Donc l'homme politique va se déplacer pour retrouver le champ religieux. Je pense que ça dépend de ce ministre-là, de sa position, de ce qu'il pense de l'implication de l'homme religieux en politique. Vous n'êtes donc pas d'accord avec ceux qui disent que c'était de la provocation et de l'exagération? On peut dire que l'homme religieux a aussi provoqué. On peut dire qu'il a provoqué, qu'il fallait qu'il reste à l'église, qu'il s'occupe des fidèles de l'église et qu'il laisse la politique aux politiciens.
Bien. Donc je pense alors, que... alors, permettez-moi de prendre l'avis de... Allô? Y a-t-il quelqu'un en ligne? Non. Alors, on va prendre l'avis de Adrienne à partir de Milan. Alors, Adrienne, vous attendez un peu. Allô? Bonjour. Oui. Bonjour. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Bonjour. Vous êtes monsieur? Simon Diallo, je vous appelle de la Guinée-Bissau. Monsieur Diallo de la Guinée-Bissau. Voilà, très bien. Ouh là là, c'est très important et ça nous fait chaud au cœur de vous avoir de si loin, mais nous sommes tout proches. Alors, quel est votre avis? Bon, moi je pense que les hommes de Dieu ont leur droit de dire leur avis sur la vie politique de nos pays. Okay. Ça a beaucoup marché, je pense qu'au Congo, Kinshasa ou au Mali actuel que nous voyons. Ok. On a eu l'imam Diko au Mali, justement. L'imam Diko, oui, bien sûr. Oui. Et puis, deuxième question, est-ce que le ministre avait le droit d'aller jusque sur l'esplanade de la cathédrale pour dire son droit de réponse? Allô? Bon, là aussi, je pense que ça va dépendre de leur avis, hein, parce que moi... Ça va dépendre de qui? De quoi? Leur avis. Allô, monsieur Diallo? Monsieur Diallo est parti. Alors, nous restons en compagnie de Adrienne. Quel est votre avis sur ces deux questions? Le prélat avait-il le droit de dire son sentiment sur la candidature du président Alassane Dramane Ouattara? Oui, il avait le droit. Il avait le droit. D'abord, comme tout le monde est en train de le dire, c'est un citoyen et c'est un homme de Dieu. Donc, il n'a fait que dénoncer la violence qui sévit en ce moment, le dérapage qu'il y a, les événements et tout ça. Donc, bon, et puis bon, moi qui suis Anne Kali ici, quand j'essaie de regarder de loin, on a le Vatican. Combien de fois les papes, si on veut même parler du grand pape Jean-Paul II, qui pratiquement je dirais pas qu'il s'est immiscé, mais qui a appelé tous les pays chaque fois qu'il y a eu des guerres. Pourquoi est-ce que lui-même on a voulu l'assassiner? C'est parce que bon, justement il essayait de prôner la paix dans tous les pays et il appelait tout le monde à changer de voie de conduite. Mais si est-ce que tous ces pays-là sont descendus sur le Vatican pour dire pourquoi est-ce que le pape a appelé un tel président pour lui dire bon écoute il faut changer ta façon de voir les choses et tout ça? Si on voulait, on considérait que tous les hommes d'État devaient descendre, bien tout le monde devait se lever pour venir réclamer. Je crois que la place Saint-Pierre ne serait pas vide. Hein. Alors... Donc, moi, oui, il faut le dire, il faut appeler les choses par leur nom. C'est parce qu'actuellement, on est en Côte d'Ivoire, et c'est la dictature. Appelons les choses par leur nom. Quand ça les arrange. Vous n'êtes donc pas d'accord avec Carole? Le ministre n'aurait pas dû aller à la cathédrale pour... Non, le ministre, moi je dis, bon, c'est vrai, le cardinal, il était à la cathédrale quand il a fait son discours. Donc, monsieur Adjoumani, ministre de cette envergure, ou alors il saisit les locaux de leur parti, là, RHDP, c'est comme ça qu'on l'appelle. Bon, voilà. Il saisit le siège et puis bon, il va démontrer qu'ils ont la suprématie, qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et puis bon, mais là, bon, moi je dis qu'ils ont violé la cathédrale, ils ont violé. Ils sont arrivés non seulement bon sous une fausse identité, et puis bon, ils viennent s'imposer et encore, il dit qu'il est chrétien et pour pouvoir faire son discours, il donne dos à la cathédrale. Là, il a renié sa foi chrétienne. Donc même moi, je crois que même le cardinal doit saisir le pape certainement et qu'il soit excommunié parce qu'il le mérite. Peut-être que je suis un peu trop sévère. Mais en ce moment où les choses sont en train de déraper en Côte d'Ivoire, il faut que vraiment, comment on appelle, on ait le courage de dire tout ce qui ne va pas. Voilà. Bien. Alors, c'était votre avis. Nous continuons de prendre les avis des Georgettes. On a eu celui de Nogueil, celui de vous, Adrienne, celui de Carole. On va prendre celui de Sabrina. Allô? Sabrina, au Ghana, à Accra? Sabrina, nous sommes à vous. Qu'est-ce que vous en dites?
Bon. Déjà, pour commencer, je pense qu'il avait le droit. Il avait le droit je parle de l'évêque, bien sûr. Il avait le droit de se prononcer sur les histoires politiques parce que la politique aussi touche les chrétiens. Tant que les chrétiens subissent ce qui se passe en politique dans le pays, il faut bien qu'ils aient le droit de se dénoncer sur les faits qui marchent et qui ne marchent pas. Rappelons-nous, Georges, que 2011 n'est pas loin de nous en Côte d'Ivoire et que personne n'a envie que ce qui s'est passé revienne encore en 2020. Parce que si il saisit aujourd'hui l'Église catholique pour une déclaration qui a été faite. Il y a aussi un imam, l'imam Adib Touré, je pense, qui a fait aussi une déclaration dans le même sens, demandant au président actuel de ne pas se représenter. En dehors de lui, il y a l'artiste Mewé. Mais s'il fallait faire le tour de toutes ces personnalités ou de toutes ces personnes-là qui s'expriment pour refuser la candidature du Sabrina, président. j'ai envie de rigoler un peu. Mais oui, c'est un chanteur. Il a fait sa déclaration. Si on devait avoir la réaction du ministre, ça se serait fait sur un podium, sur une scène musicale. Certainement. Oui, par exemple, je ne sais pas où il y a un siège peut-être de musiciens, peut-être qu'il l'aurait fait, mais il ne le fait pas. Et donc, dans ses propos, je ne sais pas si vous avez tous regardé la vidéo, mais dans ses propos, non seulement il est très remonté, mais il a des propos comme il dit l'archevêque a l'habitude de venir voir le président. Pourquoi, à l'absence du président, il n'a pas attendu que le président rentre pour lui exprimer le fait qu'il ne veut pas? Mais monsieur le ministre, nous ne sommes pas dans des sentiments, nous sommes en train de parler d'une population qui en a marre de ce qui se passe. Et donc, on n'a pas besoin d'attendre que le président rentre pour dire ce qu'on a envie de dire. On le dit maintenant et tout de suite pour éviter que les dégâts ne soient plus grands après. Ce ministre, j'ai quand même été vraiment choquée par la manière dont il répondait aux questions avec cette colère, j'ai envie de dire. Donc, moi, je pense que oui, l'évêque avait le droit de s'exprimer, mais que lui n'avait pas le droit d'aller dans l'église pour répondre à ce que l'évêque a dit. Il fallait qu'il le fasse soit dans son parti ou, je ne sais pas, ailleurs. Merci, Sabrina. Voilà. Alors, celle qui tient le thermomètre concernant la Côte d'Ivoire dans cette émission, c'est Pulchéry. Pulchéry, alors, comment est-ce que les choses se passent là-bas? Comment vous ressentez cette affaire là-bas en Côte d'Ivoire? C'est une affaire qui explose depuis cette semaine et on n'en finit pas d'avoir des commentaires. Alors, avant d'avoir Pulchéry, avant de parler avec Pulchéry, j'ai quelqu'un en ligne. Allô, bonjour. Allô, bonjour, il est parti. Alors, Pulchéry, c'est à vous. Effectivement, c'est la déclaration du ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation a fait tout le buzz sur la toile ici, nationale comme internationale. Mais ce que je voulais souligner, c'est que quand on est cadre, quand on est ministre, on est censé donner l'exemple. Voilà, c'est vrai que le cardinal, l'archevêque, a fait sa déclaration. Il a fait sa déclaration dans le but de maintenir la paix en Côte d'Ivoire parce que là, il a un peu l'œil sur le futur. Sabrina l'a dit tout à l'heure, 2011 n'est pas loin. Mais avant 2011 aussi, on a subi des crises en 2002. Donc, voir le sang couler et tout ça, franchement, c'est pas bien. C'est de tout ça que l'archevêque parlait. En fait, il a fait une déclaration sur le droit à la vie. Voilà, il a dit que le droit à la vie est inviolable. Donc, en fait, ce genre de déclaration, moi, je pense que c'est à saluer, c'est à féliciter. Et à côté de ça, on a eu aussi la déclaration de l'imam Adib Touré, qui a lui aussi parlé de paix. Et il a dit que certaines personnes l'approchaient pour lui dire non, c'est quand on est musulman, on ne peut pas faire ce genre de déclaration. Mais lui, il est un homme de Dieu. Donc là, il appelle tout le monde à vraiment se consolider pour. Je suis obligé de vous interrompre, Pulchéry. Priorité à nos auditeurs et à nos téléspectateurs. Allô, bonjour. Allô, vous m'entendez? Bonjour. Nous vous entendons très bien. Bonjour, monsieur. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? D'accord. Je voudrais participer, disons, au débat. Vous y êtes. D'accord. J'appelle de la Côte d'Ivoire, j'appelle précisément de Bonois. De Bonois. Nous sommes à une soixantaine de kilomètres d'Abidjan, oui. D'accord. Vous êtes monsieur? Vous êtes monsieur? J'ai pris un cours dans le débat et il faut que on passe tout droit au but maintenant. Allez-y. Oh, coupé. Dommage. Mais reprenez, monsieur, on était content de vous avoir, monsieur de Bonois. Oui, bien sûr, Georges. Bien sûr, parce que Bonois, il y a eu aussi le décès de cet homme-là, ce jeune homme qui est sorti pour marcher. Oui, qui est mort. Alors, Pulchéry, il a été inhumé cette semaine. Nous avons notre ami. Monsieur, s'il vous plaît, vous êtes à l'antenne. Vous êtes monsieur? Allô? Oui, on vous entend bien. Oui,
Je suis M. Ngolo. Ngolo, ok. Enchanté. Oui, Ngolo Ouattara. Ngolo Ouattara, allez-y. Oui, d'accord. Au fait, je pense que ce qui s'est passé, disons, en Côte d'Ivoire par rapport à la déclaration du ministre Adjoumani au niveau de la cathédrale, oui. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Et c'est d'une telle gravité que, appelle enfin que ces genres de choses ne devraient pas avoir lieu. Ok. Alors, un guide religieux, il a le droit de donner son avis sur une situation dans un pays, je pense. Ok. Et vous vous appelez de Bonois, justement. Pulchéry était en train de nous dire qu'à Bonois, il y a eu des événements tragiques là-bas. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé à Bonois? Il y a des événements tragiques à Bonois. Et heureusement, les différentes communautés, disons, sont revenues dans la raison et on a pu éviter le pire. La paix est revenue. Le calme est revenu. Oui, la paix est revenue. Okay. La paix est revenue en ce moment à Bonois. Ça va bien. Le Premier ministre Bakayoko Ahmed avait fait un tour là-bas. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il faut saluer, disons, son action. Oui. Il a fait, disons, le tour, disons, pratiquement de toutes les zones où il y a eu des situations difficiles. Ok. Et alors, il est venu à Bonois et je pense que donc, ça a été fort apprécié. Bien, alors justement, ça c'est le rôle des autorités de calmer les choses quand elles dérapent. Et vous avez dit tout à l'heure que vous n'étiez pas d'accord avec le ministre Kwasi Adjoumani, mais maintenant, oui. Êtes-vous d'accord avec le fait que le cardinal ait donné son avis sur un fait politique? Oui. Vous êtes d'accord? Oui, D'accord. C'est son avis. C'est son avis. Le cardinal l'a donné. Voilà. Et donc, il faut pas, comment on me le dit, activer, mettre de l'huile sur le feu. Je pense que la situation actuelle en ce moment est délétère, donc à telle enseigne qu'il ne faut pas en rajouter. Très bien. Aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est qu'il est allé, disons, à la cathédrale de nous faire une déclaration. Quel est le but recherché? Ah, seul le ministre peut donner son avis. Merci beaucoup, M. Ngolo Ouattara. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir appelé de la Côte d'Ivoire et de Bonois. En tout cas, nous vous souhaitons un très bon week-end et nous souhaitons que les choses se calment, se déroulent dans le plus grand calme, dans la plus grande sérénité. Alors, Pulchéry, nous vous laissons terminer. Oui, je donnais mon avis sur ce qui s'est passé à Bonois, le décès du jeune homme qui a été inhumé cette semaine-là, mais aussi tous ces troubles qui sont passés dans les autres villes de la Côte d'Ivoire, à Divo, à Gagnoa et tout ça. À Divo, il y a eu pas mal de morts et des maisons saccagées, dont la maison familiale de notre artiste David Taïro, grand arrangeur du pays. Oui, voilà, donc il y a beaucoup de choses comme ça qui... Oui. Oui. Des choses comme ça qui ont marqué les Ivoiriens. En fait, tout ça, c'est désolant. Donc, l'archevêque, quand il se met à faire une déclaration comme ça, c'est pour appeler tout le monde au calme, à la paix, ne pas violer les droits humains. Donc, moi, je ne vois pas en quoi est-ce que la déclaration de l'archevêque a été mauvaise. Et quand le ministre est invité sur un plateau télé et dit que on lui a posé la question de savoir, mais est-ce que quand l'imam Agib Touré a fait sa déclaration, on n'a vu aucun cadre de RHDP musulman réagir. Vous voyez que là, il y a confusion. Il dit que ça ne tient qu'à eux, ça tient qu'aux musulmans. Et alors moi, je me demande pourquoi ne pas faire comme les musulmans qui n'ont pas réagi. Ils n'ont pas réagi à la déclaration de l'imam. Il ne peut pas. Il n'est pas musulman. Ok, alors le temps s'écoule. Merci beaucoup, Pulchéry. Le temps s'écoule et il y a Marie-Paul Redombina qui est impatiente de nous proposer maintenant son zigzag culturel. Ça va permettre aussi de calmer un peu les choses. Nous allons donc retrouver Marie-Paul. Quels sont les repères culturels qu'il faut prendre pour cette semaine? On y va avec votre zigzag. Le photographe burkinabé Solé Sori exposera du 3 septembre au 15 novembre à Toulouse sur l'ensemble des espaces d'une galerie dans une exposition enrichie d'une série d'images inédites en couleur. L'une d'entre elles est la série d'images Bobo Yeye qui rassemble une centaine de photographies prises par l'artiste dans son studio Volta, photos de Bobo Dioulasso. Et puis elles sont créatives, activistes, artistes et surtout source d'inspiration pour les jeunes filles du continent africain. Afrique, Avenir se consacre cette semaine aux femmes du monde culturel en Afrique de l'Ouest. Moins d'un
an après le tube mondial Yopé, le jeune leader de la nouvelle scène musicale congolaise, Inosbi, dévoile le clip de son nouveau titre intitulé Hollandi, un titre qui fait sensation sur la toile. D'un succès à un autre, après le succès de son livre managérial intitulé Guide d'initiation au management artistique, Magali Oura, pionnière du management artistique gabonais, revient avec une nouvelle force, une école musicale en ligne. Après avoir vogué pendant près de 20 ans dans cet univers qui a fait d'elle l'une des rares femmes dans le management artistique, elle vient aujourd'hui mettre à contribution son expertise et ses connaissances pour le développement des métiers de la musique en Afrique. C'est tout pour ce zigzag culturel. On se donne rendez-vous samedi prochain. Surtout, n'oubliez pas, sortez couverts et respectez les gestes barrières pour tenter de limiter la propagation du Covid-19. Agence de publicité, annonceurs, opérateurs économiques de tout secteur d'activité. La même publicité vous ouvre ses portes, ses espaces et ses produits à des coûts défiant toute concurrence. Profitez de notre positionnement satellitaire pour vous permettre d'être visible en Afrique et dans le reste du monde. Pour tout renseignement, appelez-le +221 33 867 59 81, le 78 204 26 22 22 pour le Sénégal, le +237 691 333 306 pour le Cameroun et +241 746 290 90 pour le Gabon. Et voici maintenant notre rubrique méritocratie. Eh bien, les Georgettes ont décidé que ce soit une jeune femme qui soit à l'honneur aujourd'hui. Elle vit au Ghana, mais elle est ivoirienne. Eh bien, elle s'appelle Charlotte Nguessan et vous allez comprendre pourquoi elle a été désignée pour s'installer dans le fauteuil de la méritocratie aujourd'hui. Charlotte Nguessan, 26 ans, est une jeune entrepreneure ivoirienne spécialisée en technologie. Cette passionnée des nouvelles technologies vient de remporter cette année le prix de l'Académie royale d'ingénierie d'Afrique pour l'innovation. Charlotte Nguessan se présente ainsi comme la toute première femme à remporter ce prix et la première lauréate d'origine ivoirienne. La gagnante a été désignée par un public en direct lors d'une cérémonie virtuelle de remise des prix qui s'est tenue ce jeudi 23 septembre 2020 et au cours de laquelle 4 finalistes ont fait des présentations. L'invention de Charlotte Nguessan et de son équipe, Base API, utilise la reconnaissance faciale et l'intelligence artificielle pour vérifier les identités à distance. Charlotte Nguessan exploite des images en direct ou de courtes vidéos prises par des caméras de téléphone pour détecter si l'image est réelle ou la photo d'une image existante. Cette invention est destinée aux institutions de vérification d'identité. Déjà 2 institutions financières utilisent le logiciel de Charlotte Nguessan pour vérifier l'identité de leurs clients. Voilà, on va applaudir très fort les Georgettes, on va applaudir Charlotte Nguessan. Elle décroche la palme d'or et bravo en tout cas Charlotte Nguessan. Sabrina, peut-être que vous allez la rencontrer là-bas dans les rues d'Accra. Si c'est possible, eh bien, vous la mettrez en contact avec nous. Maintenant, on part pour un autre sujet. Nous sommes aujourd'hui le 5 septembre 2020 et chaque année à cette même date, le 5 septembre, eh bien, nous célébrons la charité. La charité, c'est très, très, très important dans les rapports entre les hommes sur cette terre. L'Assemblée générale des Nations unies s'est réunie le 5 septembre 2012 pour décider que la date du 5 septembre devienne la journée internationale de la charité. Cette date du 5 septembre a été retenue car elle correspond à la date anniversaire de la disparition de Mère Teresa, survenue en 1997.
Prix Nobel de la paix en 1979, Mère Teresa a consacré sa vie à la pratique de la charité en fondant notamment la congrégation des missionnaires de la charité à Calcutta en Inde en 1950. Ces religieuses missionnaires sont environ 5000 réparties dans 132 pays. Mère Teresa a partagé le quotidien des enfants abandonnés, des sans-abri, des lépreux et des mourants. Elle a ouvert des mouroirs pour aider les plus pauvres à mourir dignement, des dispensaires et des orphelins lorsque les moyens financiers le lui ont permis, toujours pour aider les démunis à vivre et à s'instruire. Mère Teresa a été proclamée sainte le 4 septembre 2016 par le pape François et c'est également le 5 septembre qui a été choisi pour l'honorer. La charité est une vertu qui porte à désirer et à faire le bien à autrui. C'est un acte inspiré par l'amour du prochain. La Journée internationale de la charité vise à encourager les actes de charité, notamment par des activités pédagogiques et de sensibilisation. Et vous, chère Georgette et amis auditeurs et téléspectateurs, quel acte de charité pourriez-vous décider de poser aujourd'hui, 5 septembre 2020 ? Voilà, dernier tour que nous allons faire concernant la charité. Nous allons commencer par Adrienne. Dites-nous quel acte vous allez poser aujourd'hui dans ce sens-là. Quel acte de charité allez-vous poser? Ça va être la même chose pour chacune des Georgettes et c'est comme ça que nous allons boucler cette émission. Oui, Adrienne? pour ma part, je refais des courses. Je refais des courses parce que bon, sur ma paroisse, il y a toujours deux gros paniers de la ménagère où nous avons l'habitude de déposer pratiquement tous les dons qu'on veut. Donc, encore aujourd'hui, je refais des courses et puis bon, après, tous ces dons recueillis seront acheminés vers les centres d'accueil. Ok. Voilà. Alors, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un très bon week-end. Merci beaucoup. On part à Dakar, Nogueil. Quel acte de charité avez-vous décidé de poser aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai décidé de nourrir les nécessiteux et les orphelins. Tout le monde sait qu'au Dakar, il y a des orphelins qui traînent dans les rues sans avoir d'abri ni d'habits. Donc, je compte vraiment leur apporter de la nourriture aujourd'hui et des vêtements. Ok. C'est bien noté et merci beaucoup. À vous aussi, je fais de gros bisous et je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouvera la semaine prochaine. Permettez-nous de redescendre vers la Côte d'Ivoire pour retrouver Pulchérie. Quel acte de charité avez-vous décidé de poser aujourd'hui? Le 5 septembre, mon action, c'est de faire un petit don à 2 mamans. Voilà, des mamans qui sont dans la région de Katiola. Ce sont les mamans de mes 2 nounous respectives, la nounou des enfants et de celles qui s'occupent de la maison. Voilà, c'est pour moi un petit geste de charité. Mais pour boucler aussi, j'aimerais dire merci à tous les intervenants, tous ceux qui nous ont appelés de Libreville, de la Guinée-Bissau, de la Côte d'Ivoire, de Bonois. Et puis, celui qui nous a appelé du Burkina. Merci beaucoup de participer à l'émission. Merci beaucoup. On vous souhaite de bien vous porter. On vous souhaite un très bon week-end, mais à vous particulièrement, on souhaite que la Côte d'Ivoire se porte mieux, que les choses se passent dans de meilleures dispositions, parce que la politique, des fois, ça rend un peu fou. Et vous avez dit, 2011 n'est pas loin, le souvenir douloureux de 2011 ne sont pas loin, quelqu'un l'a dit. Eh bien, il faut faire attention. Rendons-nous maintenant à Accra. Sabrina, quel acte de charité allez-vous poser aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, je vais simplement adresser une prière à Dieu pour toutes les femmes qui sont enceintes et qui n'ont pas d'argent pour payer les hôpitaux. Celles qui restent gardées tout le temps, je prierai que de bonnes personnes aillent les délivrer, si on peut le dire ainsi, des hôpitaux et qu'elles regagnent leur liberté, simplement. Et pour finir, j'aimerais dire que le coronavirus a déjà sévi sur l'étendue du monde entier et a fait couler beaucoup de sang, a endeuillé beaucoup de familles. Il ne faudrait pas que les hommes politiques en Côte d'Ivoire ou ailleurs en fassent autant, mais que la paix soit le partage de la Côte d'Ivoire, simplement. Merci beaucoup. Je vous souhaite un très bon week-end, Sabrina. Le plateau éclaté ne peut pas se boucler sans Carole. Carole, qu'est-ce que vous allez faire comme acte de charité aujourd'hui? Carole? Oui, Georges. Oui, alors nous attendons votre acte de charité. Priez pour vous. Pour moi ou prier pour vous, prier pour Georges, le directeur général de la BEC. Alors, ça me fait penser à le feu. Prier pour les Georgettes. Oui. Et puis, nous allons demain terminer ici à Douala, parce que je suis dans une opération de charité dénommée SOS Famille Douala. Nous venons en aide à ceux qui ont été sinistrés par les inondations du 21 août
dernier. Donc demain, c'est le dernier jour de don. Donc je dis déjà merci à mes différentes camarades avec qui je fais cette action-là de SOS Famille Douala. Demain, nous bouclons. Et j'espère que beaucoup de familles auront le sourire par ce petit geste que nous avons décidé de faire depuis 14 jours déjà. Donc, merci Carole. Merci à cette initiative. Merci Carole, je vous souhaite un très bon week-end, portez-vous très bien et espérons que les choses se passent, le week-end se passe bien et que la semaine également se passe très bien. Nous bouclons avec Zita, acte de charité de Zita. Bon, moi, je ne pense pas qu'on a besoin d'une journée pour pouvoir poser un acte de charité. Mais c'est déjà la journée, oui, le 5. Bon, ouais. Moi, si on loupe toutes les autres journées, il ne faut pas rater celle-ci. Oui, bon, moi, personnellement, je n'ai pas prévu quelque chose de particulier, mais juste que avant la fin de la journée, voilà, il faut faire quelque chose. Ce que je prie juste que tout ce que Dieu a prévu à chacun de nous aujourd'hui, que cette personne puisse le recevoir. Okay. Juste ça. Mère Teresa, c'était aussi les prières. Merci beaucoup les Georgettes. Merci beaucoup mesdames et messieurs les auditeurs et téléspectateurs de cette émission. Merci beaucoup à notre équipe technique qui a réalisé une belle prouesse qui nous a permis de faire le tour de l'Afrique et d'aller même jusqu'en Europe. Nous vous souhaitons un très bon week-end et nous nous disons à bientôt. Au revoir.